Starter Production vous présente ici en Guinée avec l'entreprise Mining House, leader dans la pneumatique. Notre pays, la République de Guinée, traversait une situation d'impasse socio-politique avec plusieurs faits qui sont connus de tous les Guinéens. Il s'agit entre autres de la corruption, de l'instrumentalisation de la justice, mais aussi de la division socio-politique de notre pays face à un projet de troisième mandat. Et le 5 septembre 2021 est arrivé avec à la tête d'une junte militaire, le CNRD qui est venu avec beaucoup d'espoir suscité au sein de la population guinéenne, au sein de la classe politique, avec la société civile également qui adhérait à ce coup d'État. Aujourd'hui, comment se porte cette transition après un an de gestion de la transition? Pour en parler, nous recevons dans cette émission ici en Guinée monsieur Mamadou Fadiabalde, qui est membre du CNT, qui a été membre du bureau politique de l'UFTG, pour parler de l'évolution et la conduite de cette transition. Bienvenue à tous dans votre émission ici en Guinée avec Starter Production. Suivez votre émission ici en Guinée avec notre partenaire Mouna Group Technologies. J'ai passé la majeure partie de ma vie à l'étranger, à étudier et à monter des projets. On nous racontait que la Guinée, c'était la famine, la corruption, la guerre, bref, tout un tas de choses négatives. D'ailleurs, il suffit de taper Guinée-Conakry sur Internet pour le constater. C'est peut-être vrai, peut-être faux, mais la Guinée, c'est avant tout un pays magnifique que j'ai pu visiter dans sa totalité grâce à mon entreprise Starter Production. Qui sommes-nous réellement? De quoi est fait notre histoire? Il est enfin temps que nous prenions en main notre destin et que nous la racontions nous-mêmes. Je suis Bassekou Djabi et avec Bambo Girassi, on vous présente ici en Guinée. Bienvenue dans cette émission ici en Guinée et très content de vous avoir sur ce plateau. Merci, je suis très content aussi de vous avoir. Je vous remercie pour cette invitation. Alors, je le disais tout de suite, vous êtes aujourd'hui membre du Conseil national de la transition. Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu aujourd'hui sur la situation socio-politique de la Guinée et comment est-ce que le CNT contribue à apaiser la situation socio-politique de la Guinée? Très bien, merci. Parlant de la situation sociopolitique de la Guinée, comme vous l'avez signalé ici depuis le 5 septembre, nous sommes dans la transition et aujourd'hui, comme vous le savez, il y a beaucoup de contradictions, mais c'est inhérent à la gestion d'un État. Et tout de même, il faut signaler que l'arrivée du CNRD à la tête du pays a suscité beaucoup d'espoir au sein de la population guinéenne. Même si actuellement, il y a des petites discordances entre la classe politique, une certaine partie de la classe politique et le CNRD. Mais ce qu'il faut essayer de reconnaître, que nous ne pouvons pas dépeindre et dire que tout ce qui se passe est mauvais, encore moins dire que tout est bon. Mais je pense que nous pouvons avoir de l'espoir que d'ici la fin de la transition, que les contradictions vont être réglées et que nous allons sortir de cette transition gagnant. Parce que le pays, le peuple de Guinée, a tant besoin de maintenant qu'on lui délivre les promesses de la démocratie, de la liberté, de la bonne gouvernance et de l'état de droit. C'est extrêmement important. Le CNT, quant à lui, c'est un organe à part entière de la transition. Il est en train de jouer ce rôle d'abord en tant qu'assemblée, une assemblée normale, même si c'est la transition. Les conventions sont ratifiées, il y a des accords qui sont votés, il y a la loi des finances qui vient, la loi des finances initiales et rectificatives. Comme toute une assemblée normale, le CNT est en train de travailler. Mais à côté de ça, l'objectif d'une assemblée comme le CNT, c'est toutes les activités qui vont vers le retour à l'ordre constitutionnel. Et aujourd'hui, depuis un moment, le débat d'orientation constitutionnelle a été ouvert au CNT, à les acteurs qui passent, que chacun est en train de faire des propositions. Et avant, il y a eu ce qu'on a appelé le symposium constitutionnel. Donc, ce symposium constitutionnel a regroupé l'ensemble, la plupart des acteurs. Et ces acteurs-là, à côté de ces acteurs, il y a eu des experts qui ont été invités pour discuter
avec le CNT, avec le peuple de Guinée, des orientations qu'il faut donner à la prochaine constitution que tout le monde attend avec beaucoup d'impatience. Je pense que pour le moment, on peut estimer que le CNT en tant qu'organe est en train de jouer son rôle qui lui est attribué par la charte de la transition. Alors, à l'arrivée du CNRD au pouvoir, il y a eu une grande adhésion. On a vu le défilé des partis politiques, des membres de la société civile, ici même au Palais du Peuple. On a vu différentes propositions, des beaux débats, et on se disait que tout était bien parti. D'un seul coup, je sais pas qu'est-ce qui a débordé, quel est le goutte d'eau qui a débordé le vase, et on se retrouve face au discorde. Aujourd'hui, au CNT, quel est votre regard par rapport à cette division aujourd'hui avec une partie de la classe politique et certains membres de la société civile? C'est vrai que ce que vous dites, l'arrivée du CNRD a apporté un offre de soulagement. Il y avait des gens, des acteurs politiques qui étaient emprisonnés. Il y avait des acteurs politiques qui étaient privés de voyage. Il y avait une certaine atmosphère intérieure à la Guinée qui amenait les gens, qui avait mis les gens dans une position de désespoir total. Donc, l'accueil du CNRD, c'est pas parce que les gens croyaient fermement à ceux qui sont venus, mais c'est par rapport à ce sur quoi ils étaient en train de sortir. C'est ce qui a amené les gens à ouvrir largement les bras au CNRD. Et aussi, au-delà de cet enthousiasme, c'est-à-dire, c'est comme si tu sors quelqu'un de prison. Les Guinéens, on était pratiquement tous en état de pénitence. Donc, il fallait, avec l'arrivée du CNRD, les gens en avaient marre du régime qui était là. Ils ont pris ce changement comme ils ont pris ça comme un grand espoir. Et à côté, c'est le discours qui a été tenu par le président de la transition. Le discours, il avait posé le diagnostic de tous les maux qui sévissaient en Guinée. Il a eu de l'espoir. Donc tout le monde s'est dit oui, avec ça, nous pouvons espérer. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui avec un peu de recul? Vous pensez que c'est même pas lui l'auteur de ce discours? Non, attention, de toute façon, je ne sais pas qui est l'auteur du discours, mais c'est lui qui était à la tête, qui a été à la tête du CNRD, c'est lui qui l'a prononcé. C'est lui que nous l'avons vu, c'est à lui que la majeure partie de la population a cru, même les acteurs politiques, même si ça a été une erreur pour eux. Aujourd'hui, les acteurs politiques n'y croient plus, c'est une désillusion. C'est clair, je pense qu'avec ce qui se passe, en tout cas les acteurs majeurs, qui sont vraiment les acteurs de la société, de la classe politique, si vous prenez ceux de la coalition ANAD, vous prenez le RPG Arc-en-Ciel, vous prenez le FNDC politique, c'est l'ensemble des grands partis de la Guinée, qu'on le veut ou pas, qui se regroupent dans ces structures politiques. Et ce sont ces acteurs politiques-là aujourd'hui qui s'éloignent de plus en plus du CNRD. Mais ces acteurs politiques ont tous été entendus sur leurs différentes propositions. Est-ce qu'ils ont été entendus sur leurs différentes propositions? Aujourd'hui, la plupart d'entre eux ne sont plus en Guinée parce que l'atmosphère interne ne rassure pas. Donc, il faudra essayer de comprendre que si le CNRD a été accueilli, même par certains leaders politiques que d'autres accusent aujourd'hui d'être complices du coup d'État, parce qu'ils ont accepté un coup d'État, même si c'est anticonstitutionnel, ils ont pris acte ou bien eux-mêmes, ils ont apprécié le fait que ça soit venu, mais on dit qu'un démocrate n'apprécie jamais un coup d'État. Mais à un moment donné, ils ont apprécié. Aujourd'hui, les gens estiment que c'est ce qui est en train de se retourner contre eux. Mais je pense, encore une fois, rien n'est tard. C'est vrai qu'il y a un blocage. Le dialogue inclusif ne peut pas se tenir en Guinée sans qu'on ne prenne en compte les acteurs majeurs. Vouloir croire à ça, c'est se leurrer. Il faut que les acteurs majeurs viennent, que la main tendue du gouvernement soit une main tendue sincère pour que ces gens soient rassurés afin de pouvoir travailler avec le CNRD. Je pense qu'à un moment donné, nous sommes tous fatigués dans ce pays où on ne parle que de manifestations. Nous sommes dans un cycle infernal de perpétuel recommencement. À chaque fois, c'est la même chose. L'espoir du Guinéen n'a jamais duré plus d'une journée de 24 heures. Dès après, nous voyons pratiquement, est-ce que c'est pas le Guinéen même, c'est pas lui-même qui a le problème. Mais au final même, celui qui en a marre de tout cela, c'est le Guinéen lambda. Le Guinéen. Parce que
on se dit tout de suite, en fait, il n'y a pas d'espoir. Le Guinéen se dit qu'il n'y a pas d'espoir. Le gouvernement qui tend la main, qui essaie d'appeler au dialogue, la classe politique qui boude, qui dit non, on ne vient pas, parce que il y a des acteurs qui sont en affront avec la justice, il y en a qui sont, entre guillemets, persécutés peut-être, et le Guinéen se dit, non, mais franchement, ils sont en train de nous blaguer là. Parce que nous, on attend qu'ils s'entendent, on attend qu'ils soient d'accord sur quelque chose pour que le peuple puisse souffler enfin. Mais la classe politique fait la tête, le pouvoir en place fait la tête, on comprend pas. Au final, c'est le peuple qui paie. Je suis d'accord avec vous. Vous savez, je pense que l'éveil de conscience générale va beaucoup contribuer à ce que ce pays-là sorte de cette affaire. Je pense que jusqu'à présent, il y a une bonne partie du peuple qui ne comprend pas le politicien reste politicien. Son rôle, c'est de rechercher et exercer le pouvoir. Mais si par malheur, vous mettez des gens à la tête du pays qui ont que le souci d'exercer, ils ne vont jamais penser à vous. Il faut qu'il y ait une prise de conscience. C'est-à-dire, la prise de conscience, d'abord, c'est de se défaire du fibre communautariste. C'est-à-dire, il faut qu'enfin, que les gens comprennent, mieux vaut des gens qui sont conscients et compétents à la tête du pays que des gens qui appartiennent à ma communauté. Il faut rompre. Mais aujourd'hui, c'est pas ça le problème. Nous sommes dans une situation politique qui dépasse là. Non, si. Pourtant, c'est la base de tout. Parce que chacun de nous calcule communauté. Chacun de nous, à la base, tu peux discuter avec des gens parfois qui te font croire que eux, non, ils ne sont pas communautaristes, ils ne sont pas ethnocentristes. Mais à la fin, vous échangez au fur et à mesure que tu évolues avec les gens, chacun se rétracte vers finalement sa communauté. C'est la faute à qui? Bon, je pense que c'est la faute à tout le monde. Mais principalement, la façon dont la classe politique a évolué ces dernières années. C'est la faute donc à la classe politique? Non, pas à la classe politique, c'est la faute à l'État. C'est la faute à l'État, pas à la classe politique. Moi, si je suis élu en tant que président de la République, je dois traiter l'ensemble des Guinéens sur le même pied d'égalité. Vous ne pouvez pas accuser toute la classe politique à cause de l'erreur d'un parti politique qui a exercé le pouvoir. C'est toujours d'un parti politique que vous parlez. D'un parti politique qui a exercé le pouvoir. Ça veut dire que ce sont les politiques. Si aujourd'hui les partis politiques qui ne... Parce que si je suis élu, je n'appartiens normalement plus à un parti. Oui, mais vous avez fait partie, vous avez été membre d'un parti politique. Je dis, quand je suis élu, une fois que je suis élu, c'est-à-dire la recherche du pouvoir et son exercice doit être quelque chose de totalement nuancé. Ouais, mais si l'autre camp en face... Non, c'est ce que je suis en train de vous dire. Le problème que nous avons, c'est le fait de ne pas nuancer la recherche et l'exercice du pouvoir. Une fois que je suis élu, que vous ayez voté pour moi ou pas, je ne dois pas vous tenir rigueur par rapport à ça. Il faut que je me comporte comme un homme d'État. Tout le peuple, c'est mon peuple. Dans un État, dans une famille, même la cellule la plus petite de la famille, il y aura toujours des contradictions. Mais il faut se dépasser pour ne pas prendre des simples contradictions pour les transformer en des problèmes de conflit interne. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes membre du CNT, oui. Mais vous êtes d'abord membre d'un parti politique, même si c'est parce que vous représentez au CNT. Et quel est votre regard aujourd'hui en tant que membre du CNT de tout ce qui se passe comme crispation politique? Quel est, avec un peu de recul en tant que ancien membre pour le moment de l'UFDG, quel est le regard que vous pouvez apporter comme solution à tout cela? Non, pour moi, il faut, comme ça a été toujours demandé, un dialogue inclusif. Il faut que les responsables du pays actuellement, au plus haut niveau, je veux faire allusion au président du CNRD, de prendre le courage de rencontrer les acteurs majeurs. Le Premier ministre le fait? Non, le Premier ministre est membre du gouvernement. Le conflit, c'est entre le gouvernement et les acteurs politiques. Le Premier ministre ne peut pas conduire normalement un dialogue où il est à la fois parti et juge. C'est pas possible. C'est pour cela, quand les gens parfois vous disent, nous voulons
l'intervention de la CEDEAO ou un acteur neutre, c'est tout à fait normal. Nous avons des conflits entre le gouvernement et la classe politique. C'est les deux qui sont en contradiction, c'est eux qui doivent être rapprochés. Donc, entre Guinéens, on peut jamais se comprendre, en fait. Non, c'est pas le fait de... Non, je pense qu'il y a eu un dialogue tout dernièrement avec les religieux. C'est entre Guinéens, il n'y a pas un étranger. Oui, mais vous dites aujourd'hui qu'il faut peut-être l'intervention d'un membre de la CEDEAO. C'est ce que je suis en train de vous dire. Vous me dites que le Premier ministre, c'est lui qui est en train de le faire. Normalement, s'il y a ce problème, nous connaissons les problèmes qui ont été posés par les acteurs politiques. Nous connaissons la position du gouvernement par rapport à ça. Si à un moment donné, les acteurs concernés se disent « Nous avons un problème avec le gouvernement » pour qu'on puisse négocier, ils ont leurs points de revendication, nous avons nos points de revendication. Nous voulons quelqu'un qui va être entre le gouvernement et nous pour qu'on puisse échanger et trouver des pistes de solution à la crise. Parce que je vous garantis, personne d'entre nous n'a intérêt à ce qu'il y ait la crise dans ce pays. Ce que vous faites là, vous avez une entreprise, vous travaillez à but lucratif. Tant qu'il n'y a pas la paix, pour rassurer les gens de venir, je vous garantis, même si vous gagnez quelque chose dans votre entreprise, c'est des miettes. On a besoin à un moment donné qu'on reste ici au moins 2 ans, 3 ans, sans qu'on ne parle de manifestation. Oui, mais pour rassurer les gens, les entrepreneurs de venir chez nous. C'est pourquoi d'ailleurs on ne comprend pas en fait les différentes manifestations aujourd'hui, franchement, parce que on se dit que c'est toujours en fait à la fin de la journée, c'est toujours le même résultat. Et dans les grandes décisions, ça ne change rien. Aujourd'hui, quand on prend les partis politiques, par exemple l'UFDG, qui est quand même, disons, le plus grand parti politique en ce moment dans le pays, je ne sais pas pourquoi en fait l'UFDG va par exemple refuser de venir à un dialogue alors qu'il n'a aucun problème. Le seul problème peut-être évoqué, c'est de dire que la maison de Cellula Léa a été retirée. Après ça, je vois pas un autre problème, en fait. Je vois pas pourquoi un parti comme l'UFDG, par exemple, va venir refuser de s'asseoir sur la table. Non, en fait, si vous voulez, je ne peux pas m'exprimer à la place de l'UFDG. Non, en votre regard, en tant que membre du CNT aujourd'hui. En fait, ce que je dis, moi, je suis membre du CNT, je ne peux pas m'exprimer à la place de l'UFDG. Qu'est-ce qui les motiverait de venir ou ne pas venir au niveau du dialogue? Comme vous l'avez dit, mon regard sur je vais vous dire quelque chose. La chose qui rassure plus dans un pays, c'est la justice. Quand dans un pays, vous estimez être brimé par la justice, vous vous rétractez. Vous avez peur. Parce que ce qui est plus dangereux dans un État, c'est quand si tu es brimé, quand tu vas vers la justice, tu sais d'avance que tu ne peux pas avoir raison. C'est-à-dire, c'est à eux comme ils l'ont dit, la boussole de la transition. La justice sera la boussole désormais pour guider tous les citoyens. Si c'était rassurant, je vous garantis, personne ne serait en exil. Personne ne serait, comment dirais-je, arbitrairement en prison s'il y avait vraiment la justice. Parce que si la justice tranche par rapport à un dossier, aujourd'hui, si vous prenez le cas des acteurs sociaux qui sont en prison, certains qui viennent d'être libérés, mais c'est en flagrante contradiction des dispositions de nos lois et de nos règles. Donc le CNRD a échoué dans la boussole de la transition. La boussole de la transition, aujourd'hui, nous pouvons... C'est un échec. C'est discutable. On ne peut pas dire que c'est un échec, mais c'est discutable. Pourquoi? Aujourd'hui, c'est la négociation des religieux qui fait sortir des gens qui ont été accusés de telle ou telle chose. Pourquoi pas la justice? Ouais, parce que peut-être on s'est dit à le faisant, parce que ils ont brandi la classe politique et la société civile a brandi cela comme je vais dire comment je vais dire ça, ils ont brandi cela comme condition pour aller à la table de négociation. Ça fait partie des conditions. Parce que pour eux, les gens ont été emprisonnés à tort. Pour eux. Mais est-ce que la justice en elle, parce que nous avons 3 pouvoirs dans ce pays. Ces 3 pouvoirs-là sont, pour ne pas dire carrément indépendants, mais c'est interdépendant. Naturellement, la justice, on dit que la justice doit être indépendante. Du moment, même si c'est un politique qui a arrêté quelqu'un à tort, pour le mettre à la disposition de la justice, une fois que tu franchis la porte de la maison centrale, tu n'es plus au compte de l'exécutif, tu n'es plus au compte du pouvoir, tu es au compte de la justice. Ce qui se passe là-bas, c'est seule la justice qui peut décider de faire sortir quelqu'un de la prison.
quelles que soient les conditions pour lesquelles tu as été emprisonné. Mais est-ce que les gens le comprennent? Une fois que tu franchis les portes de la maison centrale, tu n'es plus à la disposition d'un politique, tu es à la disposition de la justice. À un moment donné, pourquoi la justice n'était pas capable de dire non aux politiques, non à l'exécutif? Parce qu'on dit qu'ils sont indépendants. Les rôles sont bien situés là. Si c'est la politique qui m'arrête pour injustement, dès qu'on m'amène en prison, la justice doit se tourner vers le dossier pour savoir est-ce qu'il a été emprisonné à raison ou à tort. Si c'est à tort, on la quitte, la personne quitte. Mais si la population, vous et moi, et si les acteurs politiques estiment que la justice est utilisée par l'exécutif pour régler des comptes, ça ne nous rassure pas. Et là, l'image de la justice est terminée. La justice, elle est au-dessus du pouvoir politique. Il faut qu'on le sache, il faut qu'on nuance cette affaire. La justice est au-dessus du pouvoir politique. Donc, si ça c'est clair, et que la justice sait aujourd'hui, voilà les limites de l'exécutif, voilà comment dire, le départ pour moi en tant que justice, c'est aussi simple que ça. En termes clairs, la justice est manipulée par l'exécutif aujourd'hui. On ne peut pas dire que... On peut estimer aujourd'hui, avec toutes les décisions qui sont en train d'être prises, il y a une certaine inféodation. Mais c'est pas le regard de plusieurs observateurs. Il y a plusieurs personnes qui pensent aujourd'hui que la justice fait un travail formidable. Car on sait que, on sait tous que la Guinée a été piétinée, en fait, économiquement. On sait que beaucoup d'argent a été détourné en Guinée. Et je veux parler de la CRIEF, bien sûr. La CRIEF, par exemple, en sortant du carcan politique, si nous revenons sur d'autres acteurs qui sont en prison, on sait tous que plusieurs personnes étaient accusées ici de détournement, même si on n'avait pas les preuves, et qu'il y a un pouvoir qui vienne, voilà quoi, mettre ces dossiers sur la table et dire à tout un chacun de rendre compte de sa gestion. Je pense que ça a été quand même quelque chose à féliciter. La justice n'agit pas sur la base de des impressions. Attention. C'est pas une impression, c'est une réalité. Non, attention, ça, ce que vous dites, c'est vos impressions. Vous dites que la population estime. Pas que la population, ça c'est le discours public aujourd'hui. Quelle est l'institution qui doit rassurer? Encore une fois, c'est la justice qui doit rassurer. C'est la justice qui doit rassurer. Moi, j'ai des préjugés. J'ai du doute par rapport à M. Bambo. Je dis que M. Bambo a volé. Ce n'est pas pour autant, c'est pas mon impression là. C'est pas ma façon de penser là qui fait de vous un voleur. C'est les preuves. La justice, vous êtes à la disposition de la justice aujourd'hui. Ils sont à la disposition de la justice. La justice n'a qu'à démontrer réellement que les faits dont on reproche à ces gens-là sont avérés. À travers quoi? Oui, à travers des pièces justice. À travers de façon justice. Je pense que c'est un processus quand même. Non, c'est un processus, mais pour le moment, si des gens sont emprisonnés, au-delà du délai légal, comment dirais-je, de l'arrestation provisoire, je sais pas, il y a un terme qu'ils ont les juristes. Si cela dépasse, dis donc, on ne peut pas maintenir les gens en prison. D'accord. Je vois que vous avez un regard carrément négatif par rapport à la justice guinéenne aujourd'hui. Non, ce n'est pas un regard négatif. Je ne fais que parler des faits. Aujourd'hui, on estime... De façon générale, on estime qu'il y a des gens qui ont été arrêtés, qui ont dépassé les délais légaux de détention préventive. La détention préventive a des délais. Si on va jusqu'à dépasser ce délai, les gens, on n'a pas, toutes les preuves n'ont pas été établies pour que les gens puissent être acquittés ou condamnés. Je pense que c'est une erreur que vous et moi nous constatons. Nous ne faisons que dire, c'est-à-dire c'est le fait qui est là, c'est ce que nous sommes en train de décrire. Vous dites qu'il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore trop tard. Aujourd'hui, qu'est-ce que le CNT fait pour nous sortir de cette situation? Non, le CNT est en train de faire son travail. Le rôle du CNT pendant cette transition, c'est l'élaboration des textes, c'est l'élaboration d'abord de la Constitution, l'élaboration des textes réglementaires afin qu'on retourne à un état normal. Avec cette allure, vous pensez que tout le monde va adhérer à cette Constitution? Non, je pense qu'il y a l'adhésion de la Constitution, nous pouvons dire qu'elle doit adhérer ou pas, c'est à l'issue
Non, à l'issue du référendum. Okay. Si aujourd'hui les acteurs majeurs, non, il y a des risques. Je vous garantis qu'il y a des risques. Si nous estimons aujourd'hui que les acteurs qui regroupent au moins 60-70% de la population ne participent pas au dialogue, ils sont à couteau tiré contre l'État. Et aujourd'hui, nous voyons des partis politiques qui sont pro et contre un régime de transition, c'est qu'il y a des inquiétudes qui sont là. Est-ce que vous avez un message pour la population guinéenne, pour les partis politiques et pour la communauté internationale? Pour moi, nous avons tous intérêt à ce qu'il y ait la paix dans ce pays. Nous n'avons pas intérêt que les acteurs ne se comprennent pas. À la fin de la journée, comme vous l'avez dit, c'est le peuple qui va subir. Vous dites quoi aux partis politiques les partis et politiques, aux forces vives? Les forces vives qui sont là, je pense que tout ce qu'ils doivent faire, c'est encore d'accepter, d'explorer toutes les pistes pour qu'ils puissent avoir le dialogue. Mais je me tourne plutôt vers les autorités publiques. C'est à elles de tout faciliter. C'est à elles de rassurer l'ensemble des acteurs. Si les gens pensent que je ne peux pas m'asseoir avec Bambo autour de la même table pour échanger, que rien ne les empêche de rencontrer Bambo et puis rencontrer l'autre. Échanger avec eux, c'est-à-dire, nous sommes tous des enfants de ce pays. C'est lui qui est à la tête de l'État. On dit souvent, c'est lui qui est devant, c'est celui qui est là, c'est celui qui est plus visible. Quand tu as la charge d'un chef de l'État, c'est à toi de traiter tous les enfants du pays de la même façon. Il n'y a pas de discours de division. Il n'y a pas quelqu'un, quand tu es chef de l'État, tu décides de beaucoup de choses. Aujourd'hui, on parle de votre regard de façon générale sur cette transition. Oui. Dans d'autres domaines, il y a du positif. Bien sûr, on ne peut pas nier qu'aujourd'hui, qu'ils sont en train de faire beaucoup d'efforts dans le cadre des infrastructures. Ça, on ne peut pas le nier. Si nier cela, c'est de la mauvaise foi. Donc, ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, dans un régime de transition, on peut estimer que un régime normal aurait pu mieux faire. Mais, malgré tout ça, la chose sur laquelle nous attendions plus le CNRD, c'est d'aller vers tout ce qui va dans le sens du retour à l'ordre constitutionnel. En rassemblant les acteurs, œuvrer pour que, à leur départ, qu'il y ait des élus légitimes qui, enfin, vont sortir des petits calculs politiciens pour que tout le monde puisse se mettre au travail. Ce pays-là, les gens ne sont pas en train de travailler. On a besoin de travailler. Les querelles politiques nous ont fait perdre presque une génération. Et à cette allure, on n'est pas sûr de finir tout de suite avec la transition, avec ces querelles. Et pourtant, il faut qu'on en finisse. Nous ne pouvons pas vivre dans une situation de transition. On ne peut pas... Tout ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, on ne peut pas estimer développer un pays pendant une période de 2 ans ou 3 ans de transition. C'est pas possible. Donc l'issue de cette transition dépend de tous les acteurs. Dépend de tous les acteurs. Et nous avons toujours souffert dans ce pays, plutôt de dirigeants légitimes que de tous les autres problèmes. Si aujourd'hui, vous faites une élection libre, transparente, et que le gars qui est élu, il sait que pertinemment il a été élu par le peuple, je vous garantis l'inféodation des autres institutions. S'il sait que, quelle que soit l'organisation qui organise les élections, qu'il est capable de gagner, est-ce qu'il a un besoin d'inféoder une institution qui organise les élections? Non, à mon avis. Si vous savez, vous avez été élu de manière légitime dans des élections libres et transparentes, vous travaillez, vous avez un bon résultat, la loi vous permet de vous représenter, vous pensez que vous avez besoin de vous occuper des détails d'institutions? Si cette transition échoue, qui devra-t-on accuser? On doit accuser ceux qui sont en train de diriger la transition. C'est eux. Pas que eux.
Si... Non, jamais. On ne peut pas accuser c'est ce que vous pensez. Moi, je vous avais demandé mon opinion. Je vous dis carrément, si on échoue pendant cette transition, on peut accuser ceux qui ont la charge de diriger le pays pendant cette transition. On ne peut pas venir aujourd'hui, au niveau de votre organe de presse, c'est lui qui est le plus haut responsable, qui est chargé de faire le management, le leader qui est à la tête de votre organe de presse. S'il y a un échec, il n'y a pas à venir et dire que c'est tout le monde qui est responsable. Le responsable, c'est celui-là qui assume le leadership. C'est celui-là qui est censé coordonner les équipes et mettre chaque personne à sa place. Si vous ratez ça, ce n'est pas de la faute. La faute ne peut pas incomber à tout le monde. C'est une erreur. C'est une analyse erronée à mon avis. C'est que votre avis est de toutes les façons. À mon avis, je pense que dire que nous avons échoué, c'est pour tout le monde. Parfois, quelle que soit la tête qui est là, si elle travaille bien, ça va se répercuter sur son équipe. Si c'est un élément de l'équipe qui ne travaille pas bien, cela a moins d'impact que si c'est le leader qui ne fait pas son travail. Aujourd'hui, vous pensez qu'il ne fait pas le travail? Qui? Le leader qui est là? Non. Si vous me dites, vous dites que si la transition échoue, c'est qui? Si la transition échoue, ça n'incombe que ceux qui sont que ceux qui dirigent aujourd'hui les destinées du pays. C'est à eux de mettre tout le monde au même pied d'égalité. C'est à eux de voir quel est le chemin le plus sûr pour pouvoir rassembler le peuple. Et c'est extrêmement important. On a toujours fait l'erreur de condamner tout le monde dans ce pays. Responsables et ceux qui ne sont pas responsables, on met tout le monde dans le même panier pour dire non, c'est tout le monde. C'est pas possible. Monsieur... Et pourtant que nous ne parvenons pas à situer les responsabilités de chacun d'entre nous. Dans votre compartiment, vous ne faites pas votre travail, qu'on sache que c'est vous qui n'avez pas fait votre travail. Monsieur Mamadou Fadia Baldé, membre du CNT, c'était un honneur de vous avoir et un plaisir dans cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à tout le monde. Merci pour cette interview. Je pense que nous prions pour le pays. Nous prions à ce que cette transition ait une très bonne issue. Nous prions que ces petites querelles internes qui sont latentes aujourd'hui, qu'on dépasse tout ça pour que demain ou après-demain, que le pays là retrouve le bon chemin qui nous mène vers le développement économique et que les petites querelles politiques qui, normalement, ne doivent pas perdurer dans un pays, plus de 3 mois, le jour où on va régler cette histoire d'élection. Toutes les élections sont organisées en un temps record connu. Après ça, je pense que quiconque ne parle pas de développement, on peut le mettre dehors. Bien dit. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Merci à Starter Productions. C'était Ici en Guinée. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro. Merci beaucoup. Starter Productions vous présente Ici en Guinée avec l'entreprise Mining House, leader dans la pneumatique. Je m'appelle Bambo Girassi, je suis chef d'entreprise. Pour mes travaux de rénovation, je me fournis chez Mining House pour la fiabilité, la garantie et la qualité du matériel vendu. Étant toujours entre 2 rendez-vous, je choisis d'acheter une des nombreuses voitures neuves de Mining House pour le confort et le rapport qualité-prix. Pour les révisions de mes véhicules, je vais au garage Bosch Car Service situé sur la corniche à Coléa, avec des appareils de dernière génération et des experts qui nous conseillent sur l'entretien de nos véhicules. En fin de journée, je passe voir l'évolution de mon chantier qui finira dans les temps impartis comme me l'a promis M. Ba, ingénieur génie civil à Mining House. Vous voulez faire des investissements sûrs et mener à bien vos projets sereinement, choisissez Mining House. Excusez-moi. T'inquiète, c'est pas grave. Désolé, c'était les employés. Non, t'inquiète. Mais attends, vous avez tous quoi assurer aujourd'hui là? Mais tu sais pas?
Non? C'est la folie chez Mouna. Regarde. L'Internet n'est pas un luxe. Mouna vous l'avait dit. Offrez-vous une connexion illimitée jusqu'à 20 mégas avec la fibre optique au prix de 690 000 francs guinéens. Si, je répète, au vrai prix de 690 000 francs guinéens. Ce n'est pas beau ça? Et ce n'est pas tout. Mouna et Canal+ associent l'Internet à votre abonnement télé. Recevez vos programmes TV via MyCanal tout en profitant de l'illimité pour une seule facture. C'est seulement Mouna qui fait ça. Pour vous abonner, appelez le 95 ou écrire à vente@moonagroup.com. Moona Group Technologies, nous faisons mieux. Sous réserve d'éligibilité et de raccordement à la fibre.